Je commence par le premier sujet. Cacophonie footballistique et chaos successoral au Cameroun. Et en même temps, annonce de mon 5e livre qui sort bientôt sur le Cameroun d'ici la fin du mois de septembre 2024. À l'occasion d'un match éliminatoire auquel l'équipe nationale du Cameroun, les Lions indomptables de football, doivent participer, on assiste à un nouveau spectacle désolant, honteux, un spectacle incongru, celle de l'opposition entre la Fédération camerounaise de football, dirigée par M. Samuel Eto'o, et le ministère camerounais des sports, dirigé par le professeur Narcisse Mouele-Kombi. Dans un pays normal, le fait d'avoir un footballeur de haut rang, un footballeur émérite, un sportif de très haut niveau, comme Samuel Eto'o, d'un côté, d'avoir un professeur des universités de très haut niveau, comme Narcisse Mouele-Kombi, dans un pays normal, la possession de tels talents devrait se traduire par l'émulation totale de la société. Un pays qui possède de tels talents devrait avoir des routes de qualité, des hôpitaux remarquables. Un tel pays devrait avoir un système éducatif lumineux. Un tel pays devrait avoir une justice exemplaire. Un tel pays devrait avoir un système de santé formidable. Un tel pays devrait être en capacité d'offrir aux générations actuelles et futures une véritable espérance de vie digne. Or, mon pays natal, le Cameroun, réalise cette incongruité qui consiste à être un conglomérat de talents individuels énormes, mais dont le rapport réciproque entre eux consiste à s'annuler et à se nuire les uns aux autres. C'est-à-dire que paradoxalement au Cameroun, vous avez de grands sportifs, comme Samuel Eto'o, comme Yannick Noah, comme Roger Mila, comme Thomas Nkono, comme Joseph-Antoine Bell. Vous avez des grandes gloires du football mondial au Cameroun, n'est-ce pas? Vous avez de grands universitaires, comme les Mouele-Kombi Narcisse, et plusieurs de nos collègues des universités, il y en a une dizaine du Cameroun, des universités publiques. Il y a de brillants sujets individuellement pris en termes de capacité intellectuelle au Cameroun. Le Cameroun, c'est un pays dans lequel les talents individuels ne manquent pas. Si vous vous intéressez par exemple aux médecins camerounais, que ce soit ceux qui sont sur le territoire et leurs expertises, ou ceux qui sont en diaspora, le Cameroun est gâté. Si vous voulez faire un répertoire des ingénieurs qui sont sur cette terre et qui sont d'origine camerounaise, que vous pouvez trouver au Cameroun, que vous pouvez trouver en Afrique, que vous pouvez trouver en Europe, en Asie, en Amérique, nous avons l'un des plus grands viviers d'ingénieurs de la terre, présents dans tous les secteurs de la technologie de pointe. C'est-à-dire que le Cameroun, c'est le pays de la contradiction africaine maximale. Et voilà pourquoi ce pays ne mérite pas d'être appelé un continent. C'est un pays incontinent, I-N, C-O-N-T-I-N-E-N-T. Parce que c'est un pays dans lequel ce qui devrait se réaliser ne se réalise pas. C'est-à-dire que c'est un pays dont le destin est d'échapper à son destin. On a donc Samuel Eto'o, grande star du football, à la tête de la Fédération camerounaise de football. Et on a Mouele-Kombi, professeur des universités de droit public, à la tête du ministère des Sports. Et on a une équipe nationale qui est l'une des plus cacophoniques de la Terre. On a une équipe nationale qui est l'une des plus problématiques de la Terre, qui est l'une des plus scandaleuses de la Terre, qui est l'une des plus aléatoires de la Terre. Une équipe nationale cyclotimique, bipolaire, que dis-je, multipolaire, atomistique. Une équipe nationale dans laquelle chaque individualité est traversée par des phénomènes psychiques paranormaux. Et la question que je pose aujourd'hui, c'est de savoir qu'est-ce qui explique cette contradiction? Qu'est-ce qui explique cette histoire où le ministère des Sports dit que le match se joue à Yaoundé, ou plutôt à Douala, et la fédération dit que ça se joue à Garoua. Et on assiste à un véritable roman à rebondissement pour savoir finalement où se jouera le match de l'équipe nationale de football du Cameroun. Qu'est-ce qui se cache derrière l'agitation particulière qui tourne autour de cette affaire? Bon, ma réponse est la suivante. D'abord, ce qui se cache derrière ce comportement, cette affaire, ce scandale de trop que nous sert le milieu sportif camerounais, c'est la pourriture
de la structure complète de l'État du Cameroun. Le fait que c'est un État pourri. Et pourquoi cet État est-il pourri? Ça, c'est la première raison. Mais il est pourri parce qu'il n'a pas été organisé pour servir la population. Il a été organisé pour servir la principale puissance coloniale, la France, et ce que la France a imposé à la tête du pays, c'est-à-dire à Idio Biya et l'administration qu'ils ont nommée. Donc c'est un État déjà qui n'est pas fait pour servir le peuple. De la même façon que ces institutions principales ont l'habitude de servir davantage les puissances étrangères que le peuple. Les Camerounais ne connaissent pas encore la relation symbiotique qu'il peut y avoir entre un peuple et une armée. Cette relation qui existe aujourd'hui entre le peuple malien et son armée, entre le peuple nigérien et son armée, entre le peuple burkinabé et son armée, n'existe pas au Cameroun. Les Camerounais sont habitués à avoir une armée qui les brutalise, une armée ennemie du peuple. Et le soldat camerounais est éduqué dans le mépris de son concitoyen. La plupart des faits d'armes, des soldats, des policiers et des gendarmes du Cameroun sont des faits d'armes contre leur propre population. Non pas pour protéger la population, mais pour la brimer, l'intimider, la mater. L'entrée dans les forces de défense et de sécurité se signe de la possibilité de commettre des infractions, d'abuser du pouvoir contre le peuple. Parce que c'est une armée d'origine coloniale, d'origine néocoloniale. Sa première vocation a été de participer aux côtés de l'armée française au massacre d'1 million de Camerounais. Et cette armée, ces forces de défense et de sécurité du Cameroun ne se sont jamais excusées. Leurs chefs ont grandi dans le moule du mépris qui les fonda. Et c'est cela qui se traduit dans toutes les autres institutions. Dans mon pays natal, quand vous allez dans un ministère, vous avez l'impression en tant qu'usager d'être un ennemi et d'être en terrain ennemi. Tout fonctionnaire, ou pour la plupart, parce qu'il y en a qui sont justes, à qui vous posez une question ou un problème, vous considérez comme un ennemi. Et il doit vous traiter comme tel. Vous êtes un ennemi des fonctionnaires chargés de travailler pour le peuple. Le flic vous traite comme un ennemi. Le gendarme comme un ennemi. Vous entrez à la poste. L'agent de poste vous traite comme un ennemi. Vous allez au ministère des Affaires sociales. Vous êtes traité comme un ennemi. Vous allez au ministère des Impôts. On vous traite comme un ennemi. Vous entrez à la douane. On vous traite comme partout où vous rencontrez l'État camerounais. Un État d'origine coloniale et néocoloniale. Vous êtes traité comme un ennemi. Alors, vous avez le choix. Premier cas, vous vous opposez. Et bien souvent, on utilise brutalement la force de l'État pour vous écraser. Et ceux qui vous écrasent seront eux-mêmes écrasés de la même façon par le même État, sans difficulté. De mémoire de Camerounais, je me souviens beaucoup du professeur Tissi Sezoa, brillant médecin camerounais, qui s'était d'ailleurs retrouvé secrétaire général de la présidence de la République, et à un moment donné, ministre de l'enseignement supérieur. Il nous écrasa d'une manière tellement violente, pour plaire à Paul Biya, que en 1996-97, quand lui aussi pensa à vouloir être candidat à la présidence de la République, pour faire mieux que Paul Biya l'écrasa violemment. Paul Biya lui imposa un emprisonnement illégal de 17 ans. 17 ans de prison. Le type, il a chassé plus de 200 étudiants de toutes les universités camerounaises en 93. En 96, lui aussi, il a voulu être président. On l'a mis en prison pendant 17 ans. On l'a mis en prison pendant 17 ans. Le simple fait qu'il a dit... Je suis candidat à l'élection. On l'a pris, on l'a mis en prison. Et Paul Biya n'a pas de problème. Il trouve toujours un motif pour t'écraser. Donc, c'est un pays d'écraseurs écrasés, où la violence de l'État est exploitée par le premier venu pour écraser son concitoyen. Voilà le Cameroun. Ça, c'est la première raison. Un État d'origine coloniale, d'origine néocoloniale, qui n'a jamais été réformé. Donc, un État fait pour brimer, pour écraser, pour dominer, pour piller. Mais il y a une deuxième raison. Cette affaire entre Samuel Eto'o d'un côté et la fédération. De l'autre côté, moi les Combinarcis et le reste, c'est que comme c'est un État d'origine coloniale, néocoloniale, c'est un État corrompu. Ce qu'ils se disputent, c'est le contrôle des mannes financières qui circulent dans le football. La bataille entre la fédération et le ministère, c'est une bataille pour contrôler les flux financiers qui tournent autour du football. Et ces flux sont énormes. Et les vols et les actes de prédation sont énormes. Il s'agit de contrôler les sources financières, les approvisionnements financiers du football et de les partager à sa coterie. Ça, c'est la deuxième raison. La corruption crasse de la société. Et cette corruption rejaillit dans la sphère du sport. Mais il y a une troisième raison qui explique cette cacophonie que vous voyez. C'est que Paul Biya a plus de 90 ans.
Il est né en 1933. Cette année, il est dans sa 91e année. Ne vous fiez pas à son histoire de dire qu'il est candidat pour un mandat. Ce n'est plus lui qui gouverne le Cameroun. Parce que physiquement, dans la journée, il dort 70% du temps. Et les 30% qui restent, il y a 10% pour qu'il se réveille complètement et 20% pour qu'il donne quelques instructions qui ne seront pas respectées dès qu'il recommence à dormir. Donc, le pays n'est plus dirigé par Paul Biya, qui n'en est plus en capacité physique et psychologique. Vous comprenez? Le pays est dirigé par des gens qui, chacun interprète à sa façon les hautes instructions du chef de l'État. Voilà pourquoi j'ai dit que voilà un pays qui était dirigé par une formule. Sur hautes instructions du chef de l'État. Regardez bien la crise qu'il y a entre la FECAFOOT, Fédération Camerounaise de Football, et le ministère des Sports. Vous verrez que des deux côtés, ils revendiquent les hautes instructions du chef de l'État. Samuel Eto'o se présente comme un fidèle serviteur du président Biya. Il l'appelle papa, et en sa présence, c'est à peine s'il ne se met pas à genoux, parce qu'il le considère comme un dieu vivant. Pour Samuel Eto'o, entrer au palais présidentiel, se faire béni par Paul Biya, félicité par Paul Biya, aimé par Paul Biya, c'est un élément fondamental de la définition de sa personnalité. Mais c'est exactement le même réflexe qu'a Narcisse Mouele Kombi. Paul Biya est un dieu incarné. C'est lui qui a le bic de la nomination, et comme l'a dit Jacques Famendongo, un autre ministre sinistre de Paul Biya, tous ceux qui sont nommés par Paul Biya sont les créatures de Paul Biya. Il est le créateur, eux ils sont les créatures. Donc, voici deux groupes qui s'affrontent, mais qui revendiquent la même autorité. Alors, si deux groupes qui s'affrontent, le groupe de la FECAFOOT revendique l'autorité de Paul Biya, de la même façon que le groupe du ministère revendique l'autorité de Paul Biya, que doit-on en déduire? C'est la bataille successorale de l'après-Biya qui se joue aujourd'hui dans le duel sportif camerounais. Écrivez ça. Écrivez ça. C'est la bataille successorale qui se joue dans le duel sportif camerounais. Ce n'est pas une affaire de football. Samuel Eto'o a ses gens dans le régime qui croient que dès qu'il sera certain que le dernier souffle de Paul Biya est sorti de ses narines, c'est eux qui vont prendre le contrôle de l'État du Cameroun. Mouele Kombi est dans un autre groupe qui croit aussi que dès que les derniers grains de souffle vont sortir du nez de Paul Biya, c'est son groupe qui va gouverner le Cameroun. Chacun de ces groupes a ses alliances dans l'armée. Chacun de ces groupes a des militaires qui disent « on va se battre pour vous ». Donc en fait, ce que vous voyez à la FECAFOOT, ce n'est que dans un verre d'eau, la tempête qui se prépare à frapper tout le Cameroun. La FECAFOOT est le miroir de la guerre successorale camerounaise. Le conflit Eto'o-Mouele n'est rien d'autre que l'ersatz, le programme, l'annonce du grand conflit successoral camerounais. Dès lors, quelle est la solution? Mais la solution, c'est qu'il émerge des forces panafricanistes, révolutionnaires, traditionnelles camerounaises qui se hissent au-delà de ce que j'ai appelé les 7 plaies de la politique camerounaise. C'est à ce moment que je me permets d'annoncer que d'ici début octobre sortira mon 4e livre, 5e même pratiquement sur le Cameroun, intitulé « Pour un nouveau leadership populaire camerounais ». Dans ce livre, j'énonce les conditions pour l'émergence de forces politiques nouvelles au Cameroun. Ces forces-là, elles doivent émerger de la conscience africaine camerounaise. C'est-à-dire des Africains qui, comme je l'ai expliqué dans ce livre, se sont débarrassés du tribalisme. Parce que le problème des Camerounais, c'est qu'il y a toujours dans la tête d'un Camerounais une ethnie à abattre, une tribu à abattre. Parce que le colon français a élevé le Camerounais et l'Africain en général dans l'idée de détester son frère sur la base de la différence ethnique. Dans la tête de la plupart de mes frères et sœurs camerounais, il y a toujours une ethnie à abattre. Ceux qui sont au pouvoir, et notamment maintenant autour du noyau central Betty Boulou, ont été habitués à considérer qu'il faut utiliser le Bamileke et l'Anglo comme étant des repoussoirs. Donc ils grandissent en partant du principe qu'il ne peut pas y avoir un Cameroun dans lequel un Bamileke camerounais, un anglophone camerounais sont présidents. Dans cette résistance, on fait grandir le Bamileke, l'anglophone, etc. camerounais avec l'idée que le changement n'aura lieu que quand quelqu'un de son ethnie, Bamileke ou anglophone, sera président. Que c'est ça le changement. Bref, que le changement sera ethnique.
Et beaucoup grandissent avec ça. Par conséquent, on leur apprend que le Beti, le Boulou, le Wadjo, le nordiste sont leurs ennemis. On prend le Bassa Sawa, on lui met dans le crâne qu'il ne sera jamais à l'aise dans le littoral tant qu'il n'aura pas éradiqué son frère Bamileke, dont les villages sont à moins de 70 km de chez lui, à moins de 100 km de chez lui. On lui apprend ça. Vous voyez ici, à Paris, des Douala, des Sawa qui vivent à côté des Croates, des Serbes, à côté des Polonais, et ça ne pose pas de problème. Quand ils rentrent au Cameroun, on leur apprend que le fait qu'un Bamileke ait une maison à côté d'eux est un problème, et ils y croient. On les monte contre leurs propres frères. Au lieu de prendre plaisir à apprendre la langue banganté, à apprendre la langue bafoussam, quand c'est parlé dans ton quartier, à apprendre le tchang, on t'apprend à détester le banganté, le bafoussam, le tchang, parce que tu es à Douala ou à Bassa. Et toi, le banganté, le bafoussam, le tchang, on t'apprend que ton village n'est pas ici, c'est là-bas. Tu n'es pas d'ici, et tu crois. Donc, il va falloir tirer les Camerounais du trou du tribalisme. Regardez les interventions des élites du nord du Cameroun. Et ça fait pitié. Je ne vois pratiquement aucune élite politique intellectuelle du nord du Cameroun qui tienne un discours désethnicisé et détribalisé, un discours panafricain. Ils rêvent d'une revanche. Ah, le pouvoir nous appartenait. Quand Aïdjo était là, on ne nous traitait pas n'importe comment. Le Grand Nord, les élites du Grand Nord. Et c'est ce même problème qui se pose avec les anglophones. On a appris aux francophones à détester l'anglophone. À l'anglophone, à détester le francophone. Pourtant, nous ne sommes ni anglophones ni francophones, nous sommes africanophones. Il suffirait que nous nous référions à notre racine commune pour construire une république fédérale africaine du Cameroun qui soit exemplaire pour tout le continent. Donc, j'annonce la sortie de mon livre pour un nouveau leadership populaire africain. Il est dans les bacs, il est en préparation, il est en finition. Il sortira et vous y trouverez les propositions pour échapper à la guerre civile que les différents clans de la biacratie, de la kleptocratie biacratique sont en train de préparer. Cette bagarre que vous voyez entre Samuel Eto'o, Fecafoot, et Mwele Kombi, ministère des Sports, n'est pas la bataille essentielle du Cameroun. La bataille essentielle du Cameroun est celle de la souveraineté populaire. Il faut qu'émerge du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre, un leadership populaire camerounais ancré dans une conscience panafricaine. Seule une conscience panafricaine peut me permettre, en tant que Bandem de Yabassi, Bassa et bien de Lokat, de regarder mon frère Bamileke, mon frère Beti Boulou, de regarder mon frère Mundan, mon frère Toupouri, mon frère Peul, mon frère Haoussa, de regarder mon frère Manguissa, de regarder mon frère Bamileke de Bafout comme étant un Africain, c'est-à-dire, eh bien, quelqu'un avec qui j'ai le même destin. C'est la conscience panafricaine qui va élever toutes les républiques africaines à la dimension nécessaire pour aller vers la grande puissance africaine à laquelle ont pensé les plus profonds, les plus généreux, les plus courageux des Africains de tous les temps. Il est temps que les Camerounais sortent de l'enclos tribal, qui est un enclos mental, dans lequel ils ont été entretenus par les colons, les héritiers des colons et les élites ethniques instrumentales. Il est temps que les Camerounaises et les Camerounais se pensent en Africains. Et cela s'applique à tous les Africains de tous les autres pays. Sans conscience africaine, il n'y a aucun avenir pour un seul de nos pays. Je ne veux pas, à mes côtés, des compagnons qui ont une ethnie camerounaise à faire disparaître. Quand je rentrerai au Cameroun, car je rentrerai au Cameroun, c'est pour le Cameroun africain, le Cameroun exemplaire africain, le Cameroun des citoyens africains, le Cameroun d'avant-garde de la construction de la fédération africaine, le Cameroun participant au mouvement souverainiste africain qui a été éveillé dans l'Alliance des États du Sahel. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Et donc les gens s'agitent, oh non, le match aura lieu à Garoua. Non, non, le match aura lieu à Yaoundé. Nous, on s'en fout de ça. Le vrai match, il aura lieu dans le cœur du peuple camerounais. Est-ce que le peuple camerounais est prêt à se libérer des démons qui le tiennent? J'en ai énuméré 7 dans le livre que vous allez lire et que je vous invite à acheter et à distribuer massivement. D'accord? Ce livre arrive pour un nouveau leadership populaire camerounais. Alors, mes amis du Sénégal et de Côte d'Ivoire, notamment les partisans
les partisans de Sonko et de Diomaye pourront m'aider à distribuer ce livre. Puisqu'ils disent qu'ils sont panafricanistes, ils nous aideront à libérer le Cameroun, comme nous les avons aidés à commencer une libération du Sénégal qui a tourné court. N'est-ce pas? Ce sera le 4e livre que j'aurai écrit sur le Cameroun, nommément. Et dans celui-ci, je propose vraiment le chemin de sortie. Bon, ça c'était le premier point de cette émission. Je passe au deuxième. Il nous en reste 3, mais ils iront plus vite. Je voulais vraiment insister ici. Ne vous laissez pas embrouiller par les histoires de match à Garoua, match à... Un Camerounais normal, une Camerounaise normale. C'est-à-dire des gens qui ont une conscience nationale panafricaine ne se laissent pas distraire par ce faux débat. On s'en fout de savoir où le match va être joué. On a un autre problème. À quel moment nous allons reprendre la main sur notre histoire? À quel moment l'État du Cameroun va se mettre au service des Camerounais? À quel moment les Camerounais vont-ils être débarrassés de l'obsession de tuer une des ethnies ou deux des ethnies de leur pays? À quel moment les Camerounais vont sortir du piège mental qui leur a été tendu par le colon, le néocolon, qui leur a été tendu par la dictature pour les maintenir en paralysie? À quel moment? Ça, c'est le vrai match. C'est pas les histoires de Eto'o et Mouel et Kombi. Il n'y a que les distraits qui s'intéressent à ça. Depuis qu'ils se disputent là, vous m'avez vu publier leurs histoires là. Oh, ils sont dans le bus, ils sont à Douala. Aboubacar est arrivé. Ouais, Aboubacar est arrivé. On s'en fout. Si tu es normal, tu t'en fous. Si tu n'es pas normal, c'est comme ça qu'on te trimballe et bon, ça occupe ta journée. Un Camerounais normal s'intéresse à la question de savoir où nous mène tout ce cirque. Qui sont les acteurs du cirque? Mais tout ça, c'est la bande à Biya. Tout ça là que vous voyez là, c'est la bande à Biya. Ce sont les héritiers de Paul Biya. Oh, nous ne voulons plus du régime Biya. C'est dans l'intérêt général du peuple camerounais que le régime Biya disparaisse. Mais aussi le régime Ahidjo. Parce que ce sont des régimes, non seulement qui ont le même destin, mais qui ont participé à l'élimination d'1 million de Camerounais qui ne sont toujours pas enterrés. Voilà un pays où il y a plus d'1 million de morts sans sépulture et les gens pensent qu'ils peuvent avancer. On ne peut pas avancer. Les fantômes sont là. Nos ancêtres qui se sont battus pour que nous soyons libres et que nous n'avons pas honoré, eh bien, nos ancêtres traînent encore dans les rues du Cameroun. Voilà pourquoi le pays est paralysé, parce que les démons circulent. Nous n'avons pas correctement enterré ceux qui sont battus pour nous, on ne peut pas avancer. Trop de justes sont morts sans sépulture pour le Cameroun, pour que les Camerounais puissent imaginer un avenir sans eux. Nous sommes coincés par les cimetières ouverts. Les héros et les ancêtres non honorés nous interdisent de faire un pas en avant. Le président Kamto a parlé de renaissance. Moi, je parle de résurrection. Parce que le Cameroun est spirituellement mort. C'est un pays spirituellement mort qu'il faut ressusciter. Et la résurrection camerounaise passe par la revalorisation de l'ancrage africain du peuple camerounais. Il faut expliquer aux Camerounais que la camerounité est superficielle par rapport à l'africanité, c'est-à-dire à l'appartenance au socle d'une tradition qui a plusieurs millénaires et qui a des valeurs potomitantes, la vérité, la justice et la solidarité. C'est une révolution mahtocratique qui peut libérer le Camerounais de l'envie de tuer son voisin. Parce qu'actuellement, là, les Camerounais ont été élevés dans l'envie de tuer leurs voisins. C'est grave. Et c'est avec ça que le pays est paralysé. Ah bon, donc c'est Kamto qui va être président. Ah, en tout cas, si c'est les Bamileke qui doivent être président, je préfère rester sous Paul Biya. C'est ce que les Camerounais disent. Oh, si c'est pas un Bamileke qui prend le pouvoir, si c'est pas un Bamileke qui prend le pouvoir, c'est que c'est pas le changement. Il faut que ce soit un Bamileke. Voilà ce que disent les autres. D'autres reviennent, nous les nordistes, on a cédé le pouvoir aux gens, aux Bétis. Les Bétis ont utilisé le pouvoir. Ça fait maintenant plus de 40 ans. Ils n'ont qu'à nous rendre. Voilà les conversations des Camerounais. Voilà les conversations des Camerounais. Donc, en fait, ce sont des individus qui écrivent ensemble une équation à somme nulle. Chacun annule son frère. Chacun annule son frère. C'est-à-dire que ce que A dit permet que B soit cassé. Et ce que B dit casse C, ce que C dit casse A. À la fin, ils sont tous dans zéro. Ils sont tous dans zéro. Parce que chacun nuit à son voisin. Voilà. Bon, écoutez. Dans mon livre, je suis allé au fond. Et j'ai identifié cela sous la métaphore des sept plaies, les 7 fléaux du Cameroun. Et j'ai proposé le chemin pour en sortir. Le chemin axial. C'est
la résurrection de la conscience africaine par l'éducation, par l'enseignement et par la lutte historique.